Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Voilà, on attaque la deuxième partie de l'épisode avec Jérôme Denis de la PAC. Dans la première partie, il nous a parlé de ses expériences dans la musique et dans le clip et la pub chez Vanda. Et on s'était arrêté là. Donc dans la deuxième partie, on va pouvoir parler de toute la reprise de la PAC et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas écouté le premier, n'hésitez pas, il est dispo. Et puis c'est parti pour la suite. Et du coup, tu fais ce choix-là. Alors t'es pas obligé de nous parler des chiffres évidemment, mais comment est-ce qu'on détermine combien ça vaut une boîte comme la PAC à ce moment-là ? Bah écoute, c'est très simple. La boîte, elle faisait tellement plus de business qu'elle valait rien. Voilà. Et donc tu mets pas un prix sur la marque, sur l'histoire, sur les réals et tout ça ? Bah des réals, il y en a plus. La marque, effectivement, la marque, elle a un prix, mais bon, moi après ça, c'est la négo, sans rentrer trop précisément dans les histoires, mais c'est aussi la négociation que j'ai avec Alain. Moi, ça me coûte, faut pas que ça me coûte cette histoire, tu vois. Mais du coup, c'était quoi l'intérêt pour lui ? C'était que tu sauves des jobs qui étaient dans la boîte ? C'était quoi ? Ouais. Alors Alain, il a pas créé la PAC, c'est Thierry qui l'a créé en 72, donc Alain, je crois qu'il arrive à la PAC en 80. Mais bon, oui, il a envie de sauver des emplois et il a envie de sauver cette marque. C'est hyper important pour lui, ça lui a tout apporté. Tout ça se fait assez vite, donc si tu veux, j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans un audit mémoriel de la boîte. Genre, je fais un audit financier, mais je fais pas un audit de cette histoire finalement. J'en ai même pas conscience. Je suis même pas sûr qu'au moment où je reprends la boîte, j'essaie d'y repenser, je suis même pas sûr de savoir que la boîte a été créée en 72. Ah ouais, bah comme moi hier quoi. Mais quand tu dis audit mémorial, tu parles de la marque, la puissance de la marque ou de la marque, de tout ce qu'elle évoque chez les. Ça, je vais le découvrir assez vite quand je vais passer les premiers coups de fil. De tout ce qu'elle évoque auprès des agences et des réalisateurs. Mais positif ou négatif à ce moment-là ? Ah bah les deux. Les deux, ouais. Les deux, mon commandant. Les deux, t'as vraiment d'un côté, t'as des personnes qui vont me dire incroyable. Ah, c'est fantastique, c'est incroyable, putain, ouais, la PAC, c'est magnifique, quelle belle boîte, machin, bon. Pas beaucoup, j'avoue, ouais. Faut être honnête. Et puis, t'as les autres qui vont me dire, écoute, Jérôme, je t'adore, c'est pas compliqué, la PAC, moi, jamais. Ah ouais. Bon, d'accord. Et ça, c'est bien sûr. Ils se reconnaissent. Et ça, c'est bien sûr après avoir acheté la PAC. Une fois que t'es déjà dedans. Oui. Bah oui. Tu découvres ça. T'as pas passé des coups de fil à tout ton milieu pour savoir ce qu'ils pensaient de la PAC, quoi. Avant. J'ai deux coups de fil. Déjà, j'ai un coup de fil. Je vais donner leur nom parce que je pense qu'il y a rien de secret là-dedans. Et puis parce qu'à un moment, ce genre de programme est intéressant si c'est un peu circonstancié, mais en fait, je dois mon arrivée à la PAC à David Green, chez BETC, qui me recommande auprès d'Alain. Donc j'en parle un peu avec lui. Donc il est un TV producteur chez BETC. Qui est the TV producer de la place de Paris, on dirait même. Et puis l'autre coup de fil. Moi, j'ai pas beaucoup, tu vois, comme tu comprends un peu mon parcours, j'ai beaucoup de copains dans la musique, j'ai beaucoup de copains de ma vie d'avant, et puis par mes études, j'ai une bande de potes très riches en dehors de tout ce monde. Et j'ai un copain vraiment dans ce métier qui s'appelle Mathieu Elkaïm, et qui est président maintenant, coprésident de Gilvy, qui était, on a un peu nos carrières comme ça, on a développé nos carrières en parallèle, et voilà, et c'est la seule personne que je consulte et à qui je demande un peu dans ce brouillard, à qui tu peux parler à personne, à qui je demande un peu conseil. Et j'ai pas de sur ces deux coups de fil, j'ai pas de retenue. Après, c'est pas évidemment représentatif du marché. Et puis en fait, tu sais quoi, je comprends que la boîte elle est vraiment au plus bas, donc on est un peu dans une opération, il y a rien à perdre. Ouais. Donc le bateau prend l'eau. En gros, si tu viens, tu peux essayer de sauver des emplois. L'avantage, c'est que t'es seul maître à bord, mais par contre, tu pars pas de zéro. Donc en gros, tu t'avais pas grand chose à perdre, si je comprends bien. Exactement.
Et voilà, et je rencontre les gens, je rencontre l'équipe. Il y avait beaucoup de salariés qui risquaient de perdre leur job ou pas? Écoute, il y avait encore 2 personnes à la compta, Magali et Eric à la prod, Jean Gab comme producteur, il y avait 2 personnes à la post-prod, ouais, tu vois, il y avait un peu de monde. Une dizaine de personnes. Ouais, quand même. Donc c'était pas dans ce grand bateau rue de Monceau. Ça c'est fou ce bâtiment. Et même la première fois que je rentre là-dedans, je me dis waouh. Ok, donc la PAC, je comprends qu'à une époque, ça a été un truc, une espèce d'hôtel particulier de plus de 1000 mètres carrés, rue de Monceau, dans le 17e ou dans le 8e. De plus de 1000 mètres carrés? Ouais. 3 étages, un ascenseur. Bon, déjà des bureaux de prod où il y a un ascenseur. Tu peux dire que il y en avait un chez Vanda aussi, mais tu peux dire que t'es quand même. Bon voilà, je comprends le passé, je comprends l'héritage, je commence à comprendre. Et puis après, mais les 1000 mètres carrés n'étaient pas utilisés que par la PAC. Ah bah il y avait que la PAC, c'est-à-dire qu'en fait c'était. Alors s'il y avait sous les combles, t'avais les Chacaponques qui habitaient. Ah, énorme. Voilà. Mais du coup, une des premières choses que t'as faites, t'as eu envie de changer de bureau, j'imagine? Ah bah ouais. Ouais. Parce que quand tu rachetais, enfin, c'était une location ou tu rachetais des bureaux? Non, ça c'était, non, les bureaux étaient pas à moi, c'était une loc. Alors ça, bon, ça c'est un autre sujet, mais bref, oui, objectif changement de bureau. En un, alors je comprends on n'a pas les moyens, on peut pas bouger tout de suite, les comptes de la boîte sont pas super, tout ça c'est un peu compliqué. Avec Alain, on se donne un petit temps quand même pour s'observer et voir si tout va bien. Donc c'est sûr que on part pas bien en tête dans l'idée. Puis bon, j'ai d'autres choses à faire que changer de bureau. Et je t'arrête. Alain, son rôle là à ce moment-là, c'était quoi avant que tu arrives et c'était quoi après? Bah Alain, c'était Alain il mettait des bassines d'eau pour colmater l'inondation. Ouais. Et voilà, donc Alain il est plus là, il est plus dans le marché, il a un âge avancé, il avait quitté la PAC, hein, il est plus là quoi. Donc il était encore au début, toi quand t'es arrivé, il était encore un petit peu dans les parages. Oui, il est un peu dans les parages, mais il est pas opérationnel. Alain, il a un client, Olivier Aubert, il fait des films MMA et Crédit Lyonnais, et puis c'est tout. Mais c'est un client qu'il a depuis toujours. Ouais. Et moi, quand j'arrive dans un bâtiment qui est vide, tout le monde est regroupé dans un bureau, il fait froid. Enfin bref, c'est ouais. Donc on se regroupe tous, on se met dans un petit coin d'un bâtiment comme des résistants, comme s'il y avait des bombes qui étaient tombées autour, et puis on attaque. Voilà. Et là, t'avais rencontré l'équipe quand même avant de dire oui ou... Non, j'ai pas rencontré l'équipe avant de dire oui. J'ai dit oui sans rencontrer l'équipe. Je m'étais un peu renseigné. Ouais. Je connaissais Jean-Gabriel, voilà, donc je connaissais une personne de la post-prod. Mais non, par contre, je dis à Alain, on remonte une équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je me dis, ok, si ça doit marcher, faut que ça marche fort, et faut que ça marche tout de suite. Donc, j'ai embauché une productrice. Il y a une productrice qui s'en va, Alexandra Funada. On s'échange quelques mails, mais elle part malheureusement avant que j'arrive parce que bon, elle était, je pense, un peu fatiguée de la situation de la boîte. Et puis moi, j'embauche Delphine Guérin, qui était libre, qui avait bossé chez Irène. Voilà, que on se rencontre, on fit bien. J'ai Anna Rodeau, que j'avais embauché chez Vanda à l'époque pour produire le clip, qui me suit, qui quitte Vanda et qui vient avec moi. D'accord. Voilà, et il y a Jean-Gabriel. Et puis rapidement, bon voilà, et ça a été l'équipe qui a permis de redémarrer la boîte. On redémarre assez vite. La première personne qui me file du boulot, c'est Sophie Maigrou. Voilà, et ça je serais toujours hyper reconnaissant. Elle est chez DDB à l'époque, elle m'appelle, elle me dit bon, là il y a un film rock. Bon, elle me dit bon c'est pas génial, mais les créatives elles veulent bosser avec cette photographe, la Brigitte Lacombe, démerde-toi. Et puis voilà, donc et puis j'appelle Brigitte, on fait le truc et puis on se retrouve à shooter à New York.
Et voilà, et puis l'aventure est repartie assez rapidement. J'ai eu la chance d'avoir des super réalisateurs au moment où j'ai quitté Vanda, j'ai dit à tout le monde, écoutez, moi je m'en vais, vous allez être super, Vanda c'est une boîte super. Et puis certains d'entre eux beaucoup ont voulu me suivre. J'ai dit non, évidemment, c'était pas le jeu, et c'était pas légal, et c'était pas normal. Et certains d'entre eux ont dit, nous on s'en fout, on connaît personne d'autre à part toi, donc on te suit. Donc c'est avec toi qu'on veut. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des réalisateurs, tous ceux que je connaissais, d'avoir des mecs super dès le début, et puis on a démarré avec des beaux projets. Dans ce cas-là, quand ceux qui quittent Vanda pour venir avec toi, là, ils ont qu'un engagement moral avec Vanda, ou il y a quand même des trucs de contrat, de trucs comme ça, ou t'as des trucs à négocier? Non, il y a pas de négo après. Oui, c'est moral. Après, ça a été sujet à plein d'histoires que je ne révélerai pas ici, qui resteront secrètes, mais dans les légendes de la publicité. mais en fait, non, qui part avec moi? Il y a Nathalie Canguilhem qui part avec moi, mais qui, de toute manière, je pense que Vanda avait pas nécessairement de relation avec elle, et ça, Nathalie, c'est pareil, je lui serais toujours reconnaissant. On a un coup de bol, c'est-à-dire que Nathalie, c'est un talent particulier, c'est-à-dire elle était justement DA image en maison de disques. Elle a toujours réalisé des clips, et elle a toujours eu ce truc qui me parlait, qu'elle a toujours mixé depuis 20 ans l'univers de la mode et l'univers de la culture urbaine. Mais bon, il se trouve que jusqu'à peu de temps, c'était pas encore la mode. C'était pas le style dominant, quoi. C'était pas l'esthétique dominante. Donc elle s'est toujours un peu cogné la tête contre des murs. Elle a fait plusieurs boîtes de prod. Elle a été chez Bandit, elle a été chez 75, elle a été chez Icono. Et puis moi je la récupère chez Vanda. Et puis je la relance. On fait des clips, on fait un film Diesel avec Fred et Farid. Et puis j'y crois. Et puis elle me suit. Et puis coup de bol, évidemment, au moment où je reprends la PAC, un des créateurs qu'elle avait aidé devient directeur artistique chez Saint-Laurent, et elle devient directrice artistique chez Saint-Laurent. Et donc là, on se met à produire des films pour Saint-Laurent en direct du jour au lendemain. Évidemment, ça a vachement contribué. Ça a donné une énergie. Et puis Nathalie, elle est fantastique parce qu'elle adore découvrir toujours des talents, se nourrir de jeunes talents. Donc, elle a amené vachement d'énergie à la boîte. Donc ça, c'était fantastique au départ. Et puis voilà. Et surtout au début, je pense que les premiers contrats que tu signes, je pense que tu t'en souviens plus que les autres. C'est quand même, ça doit donner un peu déjà de sous à la boîte, et puis d'énergie, quoi. Tout à fait. C'était un moment où il produisait plus grand chose, j'imagine. Non, il produisait, il faisait, je sais pas, 5 films par an, tu vois, 3 films par an, enfin, c'était rien, quoi. Donc là, on se met à produire vraiment, et à reproduire vraiment sérieusement, un peu tout azimut. Anna fait des trucs Saint-Laurent avec Nathalie, fait des clips, Delphine fait des films, moi je fais des films, on se met à faire du L'Oréal avec Nathalie, je fais un Orange avec Steve Rogers, puis on revient dans les agences. Et puis on fait Le Roi Merlin avec Reynald, et puis après on prend des prix, puis c'est un super film, puis tout s'enchaîne. Ah, c'est super ça. Et je me souviens très bien de ce film, le Roi Merlin. Je mettrai le lien dans les notes si les gens connaissent pas, mais il est super celui-là. La maison, la maison dans l'océan, là, il est top celui-là. Et c'est une super idée, c'est un super boulot d'agence pour vendre une idée comme ça. On a tout donné en prod, je peux te dire. Et voilà, avec David Green. D'ailleurs, alors je sais pas si j'ai déjà vu un making of, mais en gros. Vous l'avez produit comment? Écoute, on l'a produit. C'est tourné où? C'est tourné au Cap. On a retourné toutes les manières de. Déjà, c'était une compète très très longue. Ça a duré. Je sais pas, c'est une compète qui a duré 4 mois, 5 mois. C'était très très long. Mais c'était avec David Green d'ailleurs. David Green en prod, Olivier Appert, son directeur de création, et on a tourné. Écoute, c'est un mix de studio et de décors naturels. Ouais. C'est-à-dire qu'on a cette maison. Bon, pour rappeler l'histoire rapidement, c'est un couple qui rentre dans une maison décrépite, une maison perdue comme ça au milieu d'un espace naturel, et puis ça va être l'histoire de leur vie. L'histoire de leur vie, ça va être l'histoire de la reconstruction, la
la construction de leur couple et de la reconstruction de cette maison. Et cette maison, effectivement, elle va au fil de leur intervention dans la maison, elle va se mettre à quitter la terre, naviguer et se transformer de l'intérieur jusqu'à ce qu'ils ressortent et que la maison soit toute transformée, et que leur vie, avec l'arrivée d'un enfant, soit transformée aussi. Ce film. Et en fait, on a tourné les intérieurs des pièces en studio sur des systèmes de vérin assez complexes, voilà. Et on a tourné en décor naturel. On a trouvé une vraie maison qui correspondait vraiment, qu'on a relooké, sur laquelle on a retravaillé. Après, position 1, elle est telle qu'elle est. Position finale, il y a un ajout de 3D. Et puis on a aussi construit de manière pratique une partie de la maison qu'on a mis sur l'eau avec les comédiens et qu'on a laissé dériver en les suivant avec la caméra. Enfin, c'était génial parce qu'il y avait à la fois beaucoup de, comment dire, il y avait beaucoup d'expérience sur le plateau. Il y avait une équipe de tueurs. Louis, le Dire Prod avec Thierry Nalbos, Rénal, Mathias Boucard, la prod sur place, les équipes sur place, même côté agence, c'était des tueurs. Ouais. Mais ce qui a permis d'essayer des choses, d'expérimenter. Par exemple, de mettre la maison sur l'eau, ça a été fait vraiment last minute. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait y arriver, alors que sur le papier, on se dit ça. J'étais persuadé que tu allais me dire l'inverse. En gros, mettre la maison dans l'eau, c'était justement un truc qui a demandé vachement de prépa parce que c'était hyper compliqué. Non, en fait, ça s'est révélé vachement plus simple. En fait, pour tout te dire, on voulait tourner quelques scènes en réel pour que ça devienne crédible et qu'on ait vraiment le contact de l'eau, de la maison, du couple. Donc on avait trouvé un espèce de coin un peu protégé du courant, des vents, où on avait posé, entouré. Et puis on a commencé à tourner, et puis on voyait que ça marchait bien. Et puis ce jour-là, il faisait beau, et puis la mer était relativement calme, et puis machin. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on lâche quoi. On lâche quoi? On lâche la maison et on la laisse un peu naviguer. On lâche la maison. Ah ouais, donc comme dans le film. Évidemment, c'était contrôlé, mais on se dit, on le tente. Ouais. Ah, c'est top. Voilà. Donc, mais ça marche. Tu vois, je reviens sur mes sujets d'équipe, d'entente, de travail. Ça marche parce que tu bosses. Ça marche parce que tu t'entends avec les gens. Ça marche parce que tu as des gens de qualité dans la boucle et que tout le monde est concentré à essayer de bien faire. Voilà. Ouais. Et du coup, ça, c'est donc un truc. Là, t'as repris la PAC depuis 6 ans. 6 ans. Voilà. Octobre 2011. Octobre 2015, pardon. Octobre 2015, d'accord. Et donc, pendant cette période, tu pars au début, c'est compliqué. Et ensuite, là, j'ai l'impression que vous tournez très bien. J'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de sortir des films. Alors, en gros, ici, tu peux me parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 ans? Il y a une sorte de progression. Il y a eu il s'est passé plein de choses. Ouais. La boîte démarre très bien. Évidemment, j'ai beaucoup de choses à nettoyer. C'est-à-dire, comme ça, face aux agences, face aux réalisateurs, la boîte fonctionne très bien. On produit beaucoup, on sort des jolis films. Tout va bien. À l'intérieur, les comptes de la boîte étaient catastrophiques. Je découvre tout un tas de trucs et il faut remettre la boîte sur les rails. Et la boîte est quand même vachement fragile. C'est-à-dire que même si on réussit comme ça en apparence très fort, moi je sais que derrière c'est pas fastoche. Et c'est quoi, par exemple, t'as des exemples concrets de trucs que tu as découvert justement par les bureaux et tout ça? T'as des choses qui te semblaient pas logiques? Je peux pas rentrer dans les détails, mais dis-toi qu'effectivement 50 ans de boîte qui a connu des hauts et des bas. Et différents types de gouvernance, il y a de la poussière sous les tapis, quoi. Ouais. Voilà. Mais ça, je le découvre chemin faisant. C'est-à-dire le petit audit que j'ai fait au départ, il était forcément, trop partiel. Voilà. Et je le découvre chemin faisant. Donc, ce qui fait que, au bout de 2 ans, 3 ans, la boîte elle cartonne, mais elle gagne pas d'argent. Ouais. C'est difficile. Et puis, on commet tous. Et puis moi, je pense que je me laisse vachement griser par le succès, par le retour de tous ces gens qui m'ont dit au début, moi la PAC, jamais. Et puis qui là m'appelle en me disant, faut qu'on tourne. Donc, je me dis, en fait, c'est incroyable. Je me laisse griser, quoi.
Donc je pense que je suis moins attentif, moins des petits coups du sort qui arrivent aussi. Bon bref, et puis voilà, et puis je tente des choses avec des producteurs, des productrices que j'embauche, et puis je pense qu'aussi à ce moment-là, le marché change vachement. Ouais. Et ça, je te parle vraiment juste avant la pandémie. Je pense que le marché bouge beaucoup, change vachement. Il y a plein de nouveaux acteurs. Il y a plein de. Moi, je suis très classique finalement dans ma manière de venant du clip. Ça, c'est rigolo, mais je suis devenu un producteur assez classique. C'est-à-dire, j'aime les bons scripts, j'aime les bonnes idées, j'aime les bons créatifs, j'aime les bonnes agences, j'aime les bons réals. Tu vois, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire avec la PAC ? C'est quoi le truc ? Je dis moi, je vais faire des bons films avec des bons réals et des bonnes agences. J'avais pas de programme révolutionnaire. Ou de positionnement hyper original. Ouais, voilà, le mec dit mais qu'est-ce que tu vas inventer ? Ben en fait rien. Alors si, il y a une petite invention, et ça on en parlera si on a le temps, mais bon voilà, donc en fait je suis assez classique et je pense que le marché bouge, t'as plein de nouveaux acteurs qui rentrent, évidemment l'explosion d'Iconoclast avec sa ligne artistique, avec sa manière, avec machin, Division qui emboîte le pas un peu sur ce modèle Iconoclast, et puis après les Solab et tout ça. Et moi je mise tout un peu sur l'expérience des réalisateurs, l'expérience des producteurs, et donc je prends des gens assez capés à tout niveau et je délaisse un peu la jeunesse. C'est-à-dire que tu prends pas. Je me plante. Ah, tu penses que c'est une erreur à ce moment-là ? Bah rétrospectivement, je pense que oui, je pense que c'est une erreur et que voilà, mais j'entends pas, je suis trop faut dire qu'on bosse beaucoup, donc je suis hyper occupé, j'ai pas le temps de respirer, j'ai pas trop le temps de voir, et puis ça marche, donc c'est comme toujours, en fait quand ça marche, tu questionnes pas trop les choses, et on le sait bien que c'est quand ça marche qu'il faut questionner pour être juste. Mais en même temps, j'ai envie de dire, tu partais quand même d'une boîte qui avait l'image de peut-être la boîte la plus vieille de la prod dans la pub. T'allais pas devenir la boîte la plus jeune et la plus audacieuse du jour au lendemain. Ouais. Non, mais c'était surtout que c'était pas mon programme. Enfin, j'étais vraiment pas du tout là-dedans. J'étais pas du tout. Moi, mon programme, je te dis, c'était vraiment de faire les meilleurs films. Moi, j'ai été biberonné au Bon Réal et au prix en fin d'année à Cannes ou au Club des AD, quoi. Donc je te dis, il faut faire ça. Donc il faut qu'on fasse Le Roi Merlin. Je fais Ubisoft. Je vais chercher John McTiernan, le réalisateur de Die Hard enfin tu vois, et on fait Predator, et on fait Ubisoft. Enfin, moi, c'est ça mon programme. Ouais. Mais je vois pas derrière, je vois pas l'émergence effectivement d'une nouvelle génération, où je le vois pas assez, bon bref, et puis en fait la boîte donc du coup elle marche, mais je pense qu'elle s'endort un peu sur ses lauriers, avec des réalisateurs très confirmés, comme Nathalie, qui est devenue vraiment tu vois, une superstar dans le monde de la beauté, du luxe, avec Xavier Giannoli, avec Reynald, et moins avec des jeunes. Ouais. Et puis le clip, on fait du clip, mais Anna qui devait faire le clip, elle est vachement plus occupée par la pub. Je trouve pas la formule, je trouve pas la personne, on essaye des choses, ça marche pas. Donc du coup, pareil, je me rends pas compte à quel point le clip est finalement ce qui inspire, à tort ou à raison, petite parenthèse, les créatifs. Je me rends pas compte de ça, tu vois. Donc et puis je pense qu'en fait voilà, on s'endort un peu, et arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire une succession d'événements un peu malheureux. Nathalie décide de partir parce qu'on est en bout de course. Ça fait un gros trou d'air dans le business de la boîte. Xavier Giannoli décide de partir aussi. Bon voilà. Donc réalisateur, tu parlais d'une productrice, réalisateur de Kit aussi. Ouais, 2 réalisateurs. Non, Nathalie réalisatrice. Ah oui, pardon. Oui. Réalisateur. Ouais. Donc 2 réalisateurs assez importants qui nous quittent. Donc gros trou d'air. Des producteurs, productrices derrière qui ont pas nécessairement le rebond avec d'autres talents. Et puis là, on fait une année 2019 un peu bouillon, quoi. Et puis là-dessus, 2020 redémarre. Moi, je suis obligé de réadapter la boîte, de me séparer malheureusement de certaines productrices, puis d'équipe. Et puis 2020, on redémarre pas mal. Et puis boum, le Covid. Ouais. Voilà. Et juste avant le Covid, ça c'est toujours bien. Juste avant le Covid, on tourne un très gros film avec Reynald pour McDo et TBWA au Chili.
et on se fait détourner. Bon, je vais pas citer les montants et tout ça, mais on se fait détourner. En fait, on se fait hacker et on se fait détourner un très gros montant d'argent qui devait partir à la Prodexé. Par quel type tu veux dire les intermédiaires financiers, genre les banques et les... Non, on est victime d'une fraude. Voilà, on est victime d'une fraude, c'est-à-dire des personnes qui hackent les mails et qui rentrent dans des chaînes de mails et qui font qu'à un moment, voilà. Et là, un montant, quand tu regardes le film et que tu dis que c'est l'argent qui part à la Prodexé, ça te donne un peu l'idée du montant. Ah ouais. Et là, on se fait hacker. Et ça, c'est la semaine, c'est-à-dire je rentre de tournage du Chili la semaine avant le lockdown du mois de mars. Et je comprends le sujet le jour du lockdown. Ah putain. Et là, on est tous chez soi. Et bon, voilà. Et donc là, tu perds l'équivalent sur un budget, tu perds l'équivalent de tout ce que tu devais à la Prodexé s'envole, et tu apprends que c'est le confinement général, quoi. Voilà. Waouh. Et en sortant du nez. Et donc là, forcément 2020, en tout cas, le confinement a été un moment assez intéressant. Voilà, pour utiliser un terme générique. C'était un moment assez intéressant, comme disent les Anglais. Ouais. Écoute, non, voilà. Donc c'était un moment très douloureux, mais comme tout le monde, hein, comme pour la plupart d'entre nous, à titre personnel, hyper positif. Ça a été un moment de remise en question assez fondamental. Pareil, j'ai dû prendre plein de décisions j'ai fait rentrer un nouvel actionnaire dans la boîte, on a dû refinancer la boîte. Et on est sorti de ce confinement et de ce moment avec changement de bureau, des plus petits bureaux, une plus petite équipe, un recentrage, et depuis lors, voilà, ce n'est que du bonheur. C'est-à-dire que je pense que tous ces événements qui ont été très durs m'ont permis en 6 mois ou 1 an de temps de prendre toutes les décisions que j'aurais dû prendre. C'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que en fait sur les 6 ans, en fait, c'est sur la fin, quand ça allait vraiment mal, que t'as pris les décisions peut-être plus dures, j'imagine, au niveau RH? C'est ça que je comprends derrière. Mais RH est aussi finalement programmatique de la boîte, c'est-à-dire j'ai vraiment j'ai rebasculé un peu la stratégie de la boîte sur les réalisateurs, sur les types de boulot, j'ai rebasculé. Alors c'est-à-dire c'était comment et c'était quoi après? Non, mais si tu veux, comme je te disais, c'était une boîte finalement assez classique. Assez classique, avec un mode de fonctionnement assez classique, très très dépendante des agences et des réalisateurs très haut de gamme. Et t'as voulu avoir revenir à un peu plus d'agilité, c'est ça? Et je suis revenu à 100% barre à gauche, 100% agilité, moins nombreux, plus léger, et puis avec des signatures de jeunes réals. Et en fait, notamment pour illustrer ça, il y a vraiment eu il faut toujours des signes un peu du destin. Avec Anna, donc ma productrice, on a signé un jeune réalisateur comme ça en matant des trucs sur Instagram, un jeune réalisateur français qui s'appelle Quentin de Ronzier. Voilà, quand on le signe, il a 28 ans, il revient du Japon, il habite à Annecy, on voit un univers comme ça en 3D, il a pas fait de pub, pas fait de clip, il a fait des habillages, des live shows, il a fait 2 ou 3 trucs pour Naonès, mais on trouve son univers super, et puis on lui parle, et puis on trouve le mec super, il est un peu et puis en fait, Quentin, on a démarré ensemble au mois de juillet, et ça fait 2 ans. Et depuis le mois de juillet, en fait, on bosse non-stop. Mais on bosse pas en France, on bosse avec Nike Portland en direct, on bosse avec Warner UK, on bosse avec Maison Disque aux États-Unis, on bosse avec McCann San Francisco, on bosse avec en France avec le groupe Accor, Xavier Favre et Jean-Guilaine qui nous ont fait bosser. Et je comprends, en fait, chaque fois qu'il poste, Quentin, il a 100 000 followers. On bosse avec Drake, on bosse avec Will Smith, chaque fois qu'il poste un truc, en fait, on a un bon de commande le lendemain. Ah ouais. Voilà, et là, je comprends un peu le nouveau monde. Tu vois, je comprends un truc qui se passe, qui est un peu nouveau. Tu veux dire ce côté un peu influenceur aussi, que peuvent avoir certains réals.
Et puis plus de frontières, quoi, plus de barrières. Tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question sur les prods étrangères. Tu me disais, est-ce que tu les contactais en direct? Mais je comprends que tout ce monde-là, tous ces us et coutumes, d'une certaine manière, explosent. Et je me remets en branle et je me remets en question et ça bouillonne et ça mouline et puis j'écoute vachement Anna, ma productrice aussi, qui elle est vachement plus en prise avec finalement cette manière de faire. Et puis je comprends les choses. Et là, et depuis lors, effectivement, la boîte est repartie sur une nouvelle trajectoire. Et, petite parenthèse. Quand je te disais que j'étais arrivé avec un programme sur la PAC assez classique, c'est vrai qu'il y avait une petite particularité, c'est que dès le début, quand je reprends la PAC, donc on se repositionne 2015, tout ça à l'époque, on dit la pub, le digital, qu'est-ce que c'est le digital, machin. Il y a un mot valise un peu comme ça. Moi, je comprends entre le moment où je sors de chez Vanda et avant de reprendre la PAC, où j'ai un peu de temps disponible d'esprit, je comprends qu'il y avait effectivement vraiment deux mondes séparés. D'un côté, il y a le monde des talents, des marques, c'est-à-dire je veux Steve Rogers, je veux Reynald Gresset, je veux Manu Cossu, je veux Seb Edwards, je veux et ça donc dans ce cas-là, t'es promoteur de talent. Et puis il y a le monde de la solution. C'est-à-dire, j'ai un problème, faut que j'ai un truc qui soit tourné la semaine prochaine, faut que je le livre dans 10 jours. Et ça, c'est ce qu'on appelait un peu d'une certaine manière le digital, mais moi, je préfère appeler ça solution. Et je comprends que ces deux mondes-là n'ont rien à voir. Je comprends que les tuyaux n'ont rien à voir. Et je comprends que les gens qui font ces choses-là n'ont rien à voir. Donc là, tu parles des cas de clients ou d'agences qui, en gros, viennent plutôt chercher une boîte plutôt qu'un talent, en se disant, il va me trouver le bon talent. C'est ça dont on parle? Il va pas me trouver le talent, il va me trouver la solution. Ouais. On appelle un producteur qui amène une solution. Parfois, c'est associé à un talent, parfois c'est juste associé à une solution de production. Mmh. On veut juste un truc qui soit réglé dans le temps, dans l'argent et de manière fluide. Mm. Et donc ça, dès le début, quand je reprends la PAC, je me dis il faut dissocier, il faut attaquer les deux sujets, mais il faut les dissocier vraiment. Et je crée une boîte qui s'appelle Very Content. Et je mets 2 ans. Alors voilà, j'ai le programme, j'ai la boîte, je vois un peu les jobs, mais j'ai pas la personne. Parce que je me dis en fait, c'est pas un producteur classique, c'est pas un mec ou une productrice qui aura envie dans 2 ans de faire un film Ubisoft ou un film Canal+, ou Renault. C'est quelque chose d'autre. Et puis voilà, il faudra 2 ans et je vais tomber sur un mec génial qui s'appelle Pierre-Henri Colus, que je rencontre via les Chaka Ponk, et encore, et qui habite à l'époque Bordeaux, où j'ai fait mes études. Et qui a une petite boîte et qui me dit écoute, moi avant, qu'est-ce que je faisais avant? Je suis prof un peu à Subdeco Bordeaux, mais moi avant je faisais les achats chez Universal et chez Canal+, et puis j'ai ma petite boîte, je fabrique du contenu, mais je fais un peu tout seul. Et ça t'a parlé de ça en fait? Entre Bordeaux, le mec qui fait de l'achat de... Et il me dit, et puis moi j'habite à Bordeaux, mais je bosse à Paris, j'ai mon scout à Paris, je prends la gare rouge. Et avant le confinement et tout ça. Et je me dis mais ça c'est génial, quoi. Je dis mais ça c'est le mec qu'il me faut. Et donc on fait affaire avec Pierre-Henri, avec PH, et c'est lui qui va prendre Very Content et c'est lui qui va développer Very Content. Et ça, cette boîte, même quand la PAC traverse des moments difficiles, cette boîte elle cartonne. Attends, excuse-moi, il produisait déjà, il avait déjà une boîte de prod, hein? Ouais, il avait déjà une boîte. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a séduit chez lui? Alors évidemment le fait qu'il vienne pas d'une grosse boîte de prod de pub classique, j'imagine, mais quoi d'autre? Non, ce qui m'a séduit, c'est sa personnalité, c'est son ADN, c'est ce qu'il me raconte en fait. Il me dit que lui, il est heureux de vivre en province, mais qu'il n'a pas de problème de venir bosser à Paris, mais que les 3/4 de ses boulots, il les trouve avec des annonceurs directs en province ou des agences. Que ses talents aussi, ses graphistes, ses réalisateurs, ses chefs-op, ils vivent aussi en province. Et voilà, et que sa vie lui va bien comme ça.
Et en fait, je me dis, mais ça, c'est génial. Je dis, oui, tu vois, oui, il faut décentraliser. Oui, je me dis, oui, on n'y arrivera jamais. On va jamais réussir à faire rentrer des ronds dans des carrés, en faisant bosser Micros sur des petits sur une story Instagram pour une voilà, ou pour une mutuelle dans le Sud-Ouest. Tu vois, ça va pas marcher en fait. Ouais. Et donc voilà, et donc on creuse le programme avec Pierre-Henri, et puis on arrive à définir Véricontent, qui est un provider de solutions, mais très iconoclaste, très tous azimuts. Il est capable de faire des live shows de faire toute la mise en scène pour les shows de Chaka Ponk, comme de faire des films d'animation, justement pour des mutuelles, ou faire une campagne intégrée pour les 8 Marraine-Oléron. Donc un producteur hyper couteau suisse. Hyper couteau suisse. Avec une femme ex-commerciale d'agence de pub, qui a la tête bien faite. Enfin, lui aussi, il est hyper chaleureux, hyper les pieds sur terre, bosseur comme personne, capable de monter, de filmer, et puis avec un réseau de personnes, voilà. Et donc, on crée ce truc-là, et ça marche, et ça se développe. Ça se développe dans tout l'Ouest. Donc lui, hop, et puis après j'ai l'idée, donc ça va faire l'Ouest. Après on embauche une productrice pour faire tout le Sud, et puis après je me dis, le clip en fait, ça marche bien, c'est la même économie que un peu Véricontent. Donc on prend une productrice de clip, et puis après qu'on met à Paris, et puis après un peu de back office, et puis voilà, la structure se développe, et elle nourrit. J'ai fait un petit détour, parce que quand je reprogramme un peu la PAC après les difficultés, Véricontent nourrit vachement, le succès de Véricontent nourrit vachement la PAC dans les certitudes que donne l'agilité. Et puis aujourd'hui, c'est 2 boîtes qui avancent, qui étaient très séparées, et qui aujourd'hui conversent de plus en plus dans leurs solutions, dans leurs intérêts, dans leurs talents. Il y a des talents de la PAC qui vont faire des films avec Véricontent, pour une agence Ubi Bene, ou qui vont pitcher avec une agence lyonnaise, et vice versa. La PAC peut se nourrir de solutions de production qui amènent Véricontent. Ouais, mais j'imagine c'est un peu ce que tu avais toi quand tu arrivais du clip. Tu me parlais des premiers devis de pub où tu trouvais qu'il y avait trop d'argent et tout ça. Cette agilité que tu avais en venant du clip, là tu l'as peut-être retrouvé un petit peu avec quelqu'un qui justement sait produire de manière couteau suisse, quoi. 100%. 100%. Mais alors du coup, petite question que j'avais quand même par rapport à justement tout ce qui n'est pas à Paris, pour tout ce qui est, il s'est pas retrouvé à faire beaucoup de films, plutôt des films un peu plus corpo, tu vois. Il y avait des vraies choses type pub. Non. C'était vraiment, je te dis, je peux pas. C'était vraiment hyper varié. Hyper varié. Hyper varié. Qu'est-ce que je peux te citer? On a essayé, alors c'est marrant parce qu'à un moment j'ai essayé de le connecter à des agences à Paris. On a vite arrêté, des agences classiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas du tout en fait la conversation pouvait pas avoir lieu, quoi. Ça ne marchait pas. Ouais. Mais bon, un jour quand même j'appelle Julien Sanson chez Feu CLMBBDO, et je lui présente un peu Véricontent et tout ça. Et il a quand même fini un job à PH, tu vois. Il lui a fait faire un keynote hyper sophistiqué pour Ubisoft. D'accord. Mais bon, voilà, donc on peut faire du documentaire, on peut faire du film de pub, on peut faire du corpo, c'est vraiment provider de solutions. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'ADN, il est là. C'est quand on appelle quelqu'un pour un talent en particulier, t'es plus dans la solution, tu le déroules. C'est du traitement, finalement, de l'exécution. Tu déroules tout ce qui correspond, tout ce qui vient avec ce talent. Chaque talent a une forme d'ergonomie. Si tu m'appelles pour Reynald Gresset, ou si t'appelles Division pour François Rousselet, il y a une ergonomie qui fonctionne avec le réalisateur. Reynald, je vais pas lui faire un film à un certain montant et d'une certaine manière. Je peux lui faire un film de stop motion, c'est pas lui, quoi. Donc là où Véricontent, c'est l'inverse, c'est-à-dire comme il n'y a pas de talent associé, en fait, faut trouver la meilleure solution possible. Ah, c'est hyper intéressant. Ça a dû bien secouer, en tout cas, le modèle plus classique dont tu parlais avant, quoi. Exactement. En plus, la structure porte bien son nom. Moi, chaque fois qu'il y a des jobs chez Véricontent, les gens ont la banane. C'est-à-dire que c'est vraiment. Je pense qu'il y a moins. Évidemment, il y a moins d'enjeux créatifs, il y a moins d'enjeux, il y a moins de crispation.
il y a moins d'enjeux de pognon parce qu'il y en a pas. Donc tu vois, c'est des jobs où il y a moins d'argent. Donc tout le monde est beaucoup plus libéré. Et c'est vrai que parfois quand j'ai la tête à gauche comme ça sur Very Content et je vois tous les gens heureux et que je tourne la tête à droite vers un monde plus classique, agence prod, réal, plus crispé, je me dis tiens, j'aimerais ramener cette légèreté. Ouais. Qu'on a probablement connu à une époque, qui se perd un peu. Alors, je vais pas faire le vieux con, mais qui y a pas de raison qu'en fait on peut, même si c'est plus dur en fait, et c'est plus dur. C'est sûr que c'est plus dur aujourd'hui. Même si c'est plus dur, il y a aucune raison de pas faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est plus dur, mais c'est quand même beaucoup plus facile que dans d'autres secteurs, tu vois. On peut aussi, enfin, il y a vraiment deux façons de voir ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire, il y a beaucoup de gens dans la pub qui trouvent qu'il n'y a pas les budgets d'avant ou des choses comme ça. Tu peux trouver des gens un peu aigris. Et à l'inverse, tu peux dire, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu avais quand même 3 fois plus d'argent que dans le clip. Tu vois, il y a aussi une manière de voir ce milieu-là comme un truc. Verre à moitié vide, verre à moitié plein. Non, mais ça, clairement. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est toujours une histoire quand t'es nourri d'une certaine expérience et nourri de certains moments que t'as cristallisé en disant c'est ça qui m'a construit et c'est comme ça que je l'ai fait et c'est pour ça que ça a marché et que tout à coup la donne est un peu différente. C'est vrai que c'est difficile et je pense que le monde aujourd'hui de la production et de pub classique souffre un peu de cette il y a tellement de transformations, je pense qu'on n'arrive pas, en fait ça va trop vite, les transformations vont trop vite. Et c'est vrai qu'on j'ai la chance avec la PAC d'avoir donc cette boîte qui a cet âge, qui a cette longévité et souvent quand je parle avec Alain qui a traversé toutes ces années, Alain il va conclure toujours de la même manière, il dit les choses n'ont pas changé et c'est vrai, d'une certaine manière les choses changent peu, néanmoins il reconnaît quand même que tous les 10 ans ou un certain nombre d'années, il y a des transformations dans la manière de faire. Il te raconterait que il y a dans les années 70 les films se faisaient comme ça et puis il y avait pas d'agence, il y avait des agences mais ils venaient pas, puis les clients ils étaient loin, puis après les agences sont venus sur les tournages mais pas les clients, puis après c'est les clients qui sont arrivés sur les tournages et puis tout ça évidemment change là et puis les outils font qu'aujourd'hui tout se fait en manière immédiate alors qu'avant pour faire un film t'envoyais un premier assistant en Australie et puis il faisait les photos puis il revenait puis tu les collais sur un board et puis ça marchait pas puis tu repartais au Canada et puis il revenait. On arrive, je pense les transformations les outils aujourd'hui et les transformations sont tellement nombreuses et nombreux et qu'on n'arrive pas à assimiler. On n'arrive pas à comprendre et que ça crée pas mal de malaise et de bordel et d'incompréhension. Mais bon, moi je suis d'accord. Il y a encore il y a encore plein de trucs super. Il y a encore et puis même si c'est difficile, il faut aussi le reconnaître, faut le dire. Oui, c'est plus difficile aujourd'hui. Tu vois là, je suis en train de bosser. Donc ça sera les 50 ans de la PAC l'année prochaine et on est en train de travailler sur un bouquin qu'on va publier de manière pour nous mais et c'est intéressant de se replonger dans les campagnes. C'est super ça. Et donc du coup tu te replonges dans l'histoire depuis les débuts ? Ah ouais, j'ai monté une petite équipe, on a récupéré, on a tous les films depuis 87. Donc déjà, c'est hyper marrant de se replonger là-dedans et quand tu vois les campagnes ou quand Alain t'en parle, tu vois bien effectivement c'est vrai qu'il y avait plus d'idées et plus d'audace, c'est vrai. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un moment, mais c'est pas que dans la pub, en général, on est dans un moment plus convenu de démocratie participative. Tout le monde donne son avis, démocratie d'opinion, tout le monde a le droit de citer. Il y a plus de hiérarchie, il y a plus de après chacun interprétera comme il veut, mais un avis vaut un avis. Donc ça c'est pas toujours très bon pour la création, c'est sûr. C'est quand même bien de se dire qu'il y a des personnes qui sont des mieux sachants que d'autres.
Voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est ça la douleur, la douleur qui peut être ressentie, c'est le fait que il y ait trop d'avis, et des films où il y a trop d'avis, ça donne pas des choses généralement super. Ouais. Et en tout cas, moi, les bons films que j'ai faits, souvent, sont des films où les réalisateurs ou les créatifs ont été assez tranchés dans leur point de vue et les ont tenus. Et c'est ce qui donne à la fin les meilleurs films. Lacoste ou autre, tu vois. Et ce livre, justement, là, vous allez... alors, pourquoi le choix de ce format livre et pas, peut-être, je sais pas, documentaire, justement, pour les 50 ans? C'est une bonne question. Un livre, ça reste, c'est bien. Ouais. Ça... Le temps long. Le temps long, ouais. Et puis moi, je suis très attaché au livre d'une manière générale. Donc voilà, un livre, ça reste. Pour certains qui les consomment pas trop, ça fait un joli objet sur une table basse où on peut mettre des verres de vin. Et puis pour d'autres, c'est un truc qu'on met à côté de son lit et puis qu'on peut consulter. Et puis c'est chouette. Moi, ça me rappelle des trucs quand j'étais en maison de disques, on travaillait beaucoup sur des formats papier comme ça. Donc c'est hyper chouette de revenir dans une fabrication plus artisanale, de maquettes, plus artisanale, de choix de texture, de la défense. Bon voilà, c'est un petit plaisir. Le documentaire, ça aurait été hyper intéressant, mais je pense que c'est un boulot d'une autre envergure. Et là, franchement, j'avais pas le... Faut le suivre après. Ouais, voilà. Donc, écoute, on va faire le livre. C'est super. Ça va être chouette. Et puis, on le lancera. Et puis, on le distribuera aux personnes intéressées. Et puis, si ça donne des idées de documentaire après, welcome. C'est super. Et vous avez pris un ou une auteure pour vous aider, ou comment vous faites? Écoute, on le fait avec nos petites mains. À la maison? À la maison. Alors, on a la chance, ça c'est le bénéfice de boîtes comme ça qui ont eu le soutien de talent depuis longtemps. On a la chance d'avoir Peter Knapp, qui est un grand monsieur, qui a 90 ans, mais un grand monsieur, la direction artistique, qui était directeur artistique de Elle, de Dim Dam Dom. Non, bon voilà, ça remonte à il y a très longtemps. Et puis professeur à Penningen, et puis bon voilà, et qui bosse avec nous pour la direction artistique. Et puis après, Alain et moi, écoute, on prend notre bâton de pèlerin, notre téléphone, notre mail, et puis on appelle tous les réalisateurs qui ont traversé l'époque de la PAC. Donc Alain, il a appelé, donc on récupère des petits mots de David Lynch, de Blier, de Lecomte, de Livero Toscani, de Ridley Scott, enfin tu vois, il y a David Bailey, et puis les plus récents aussi, et puis les créatifs, et puis les équipes, et puis on récupère les images. Bon voilà, là, je sais pas trop quand. Il faut qu'on le termine pour 2022. De toute manière, on n'a pas le choix, mais on est encore plutôt au début. Enfin, un début un peu avancé. Ouais, ça va être chouette. C'est super. Ça, je pense que ça doit être un super truc pour se remémorer des choses, peut-être même pour prendre du recul aussi. Et c'est super pour à partir de 20h jusqu'à minuit, c'est fantastique. Ah ouais. Ouais, parce que ça prend du temps. De 7 à 9, ou de 7 à 9, c'est très bien. Petite question justement là-dessus, je vois beaucoup. Vous êtes combien de producteurs ou productrices à la PAC aujourd'hui? Alors on est combien de producteurs? Écoute, c'est à la PAC, on est 3 producteurs. Ouais, Anna, c'est pas nombreux, hein. Odo. Non, Eric et moi, et voilà, et c'est très bien comme ça. Donc je vois beaucoup de films de la PAC qui passent, je te vois toujours en producteur, et je me dis et dis donc, comment est-ce qu'il fait autant de films déjà, et comment est-ce qu'il a le temps et de gérer la boîte et de les produire? J'en faisais autant chez Vanda, j'en fais pas plus. Ouais. Et puis Anna en fait beaucoup, c'est pas vrai, il y a beaucoup de... Ah non, j'ai pas dit qu'elle les faisait pas, mais je vois souvent ton nom quand même sur les films. Non, ouais, écoute, j'ai une femme fantastique qui accepte qui accepte depuis longtemps. Et mes enfants sont grands, donc écoute, c'est pas gênant. Voilà, c'est moins gênant. Et puis après, à faire fonctionner la boîte, j'ai une équipe super. Directeur financier Jean-Pierre Michon qui est fantastique, hyper solide, une équipe, enfin voilà, l'équipe, Laurence à la post-prod, Eric qui a la double casquette producteur et responsable de la prod. J'ai juste une équipe qui est top. Ouais.
Donc après c'est facile, et puis un producteur il est jamais aussi bon quand il est en plateau, en tournage, en prépa. Les moments les plus douloureux pour les producteurs, hein, je pense qu'ils raconteront tout ça, c'est quand t'as rien à foutre, quand t'as pas de script à lire, quand le téléphone sonne pas, quand voilà, le téléphone qui sonne pas, des scripts qui arrivent pas, des mecs qui répondent pas à tes mails, des réalisateurs qui veulent pas prendre le seul script que t'as, c'est horrible. Quand ça marche et que t'es sur le plateau, tout va bien. Exactement. Et tu parlais tout à l'heure donc vous faites beaucoup de films avec des agences. Tu parlais tout à l'heure vous avez fait des films avec Yves Saint Laurent. Est-ce que le côté produire donc en direct avec les clients, c'est un truc qui se fait chez la PAC en dehors du modèle avec les agences, avec les clients luxe, tu sais, souvent qui passent pas par des agences. Est-ce que c'est un truc qui se fait de plus en plus? Est-ce que c'est vraiment ponctuel? Écoute, j'ai pas. Alors, c'est un vrai gros sujet. Je cherche un peu la lumière moi sur ce sujet. Toutes les personnes qui auraient des avis éclairés, je veux bien les prendre. Il se trouve que cette année, on vit une année vraiment hyper chouette, créative, boulot, business, et c'est une année où on va avoir fait la moitié de notre travail va être un travail direct client. Ouais. Donc voilà. Donc c'est une année très étonnante en termes de structure, quoi. Donc est-ce que c'est un épiphénomène, ou est-ce que c'est là pour toujours, est-ce que ça va durer, est-ce que au-delà des clients comme tu dis luxe, est-ce que ça va se développer? Bon, moi je j'ai pas d'avis là-dessus, j'essaye encore une fois en discutant avec des producteurs d'autres pays, parce que la France, on est assez conservateur d'une manière générale, donc on n'est pas toujours les premiers à attaquer des sujets. Mais tu vois, quand tu parles avec l'année dernière, j'avais déjeuné avec Daniel Bergman, le patron de Sting, et tu vois, Daniel, il me disait qu'aux États-Unis, pareil, enfin une très grosse partie de leur activité a été client direct, et qu'aujourd'hui toutes les marques, mais pas, donc on peut pas, tu vois, c'est pas le luxe en l'occurrence, hein, aux États-Unis, donc ça peut être des marques de lifestyle, comme ça peut être Bank of America, comme ça peut être des équipes créatives anciennement d'agences se structuraient au sein des clients et puis tournaient. Enfin, franchement, je sais pas. Ouais. Mais c'est timide en France encore, ça. C'est vraiment, t'as l'impression de voir passer, enfin, pour les gros films, hein, j'entends, hein, pas pour le contenu. T'as l'impression de voir ça que dans le luxe, et que c'est assez rare encore. Et tu penses que... Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on voit. Ouais. Tout le monde n'en parle pas trop, j'imagine, pour pas se friter avec les agences. Non, mais je pense que les agences, moi j'ai souvenir effectivement quand les agences ont commencé à faire de la prod. De discussions assez houleuses, assez dures, même dans on appelle une table ronde à Méribel, au festival de Méribel à l'époque, là au Cristal, il y avait Maxime Boiron, Christian, Olivier Altman, enfin, voilà, et c'était le début, et c'est vrai que c'était assez agressif. Je pense qu'aujourd'hui le marché est complètement éclaté, donc évidemment les agences produisent, les producteurs font de la créa, certains clients veulent aller plus vite. Enfin, je crois que voilà, je pense qu'en fait il y a plus, je sais pas s'il y a un ressentiment énorme, mais en revanche tu mets le doigt sur un truc, c'est que je pense que c'est pas assez médiatisé. C'est-à-dire qu'on souffre en France. Encore une fois, je me réfère toujours aux Anglais, aux États-Unis, mais on souffre d'un manque de médias prod et réel. Alors heureusement, il y a Packshot Mag et grand bien lui fasse, et merci à lui, parce que sinon on serait quand même dans le brouillard intégral. Mais c'est des vrais sujets. Quand je vois David Reviews en Angleterre, quand je vois il traite plus cette actualité-là, c'est plus un sujet, c'est plus important. On revient aussi à ce qu'on se disait au début, c'est faire corps, faire l'expression d'une communauté, pas avoir peur de dire des choses, parce qu'en fait on rencontre tous les mêmes problèmes et les mêmes opportunités. Donc il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place, enfin voilà, et on n'en parle pas trop. Je pense que on n'en parle pas trop. Ça, c'est un peu dommage, mais je pense qu'il y a plus de jobs directs qui se font et qui sont peu médiatisés, ce qu'on veut bien imaginer. Ouais.
Mais c'est vrai qu'en pub, en tout cas, on regarde tous Packshot Mag et on n'en voit pas beaucoup passer où il y a pas d'agence, quoi. Clairement. Bah non, parce que Yann, il a pas accès à ces jobs-là, ou tu vois. Ouais. Clairement. Ok, bon, bah écoute, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Cool. Est-ce que tu peux me parler un petit peu peut-être on peut finir un petit peu là-dessus de ce que tu une question un peu générale, hein, mais donc là, tu m'as parlé des 6 ans où ça a été un peu compliqué au début et où là vous avez un bon ressort. Est-ce que tu penses qu'il va se passer quoi dans les quelques prochaines années sur ce milieu-là, ou alors en tout cas pas forcément sur le milieu mais sur la PAC, en tout cas est-ce qu'il y a des projets spécifiques à part le livre? T'as des choses en tête? Moi, le jour où j'ai plus de projet, c'est comme François. J'ai adoré l'entretien avec François que je connais bien, et c'est vrai que François, il a toujours 10 000 idées à la minute. Et je pense que je pense que le rôle de producteur, c'est d'inspirer, c'est de créer des conditions. Donc il faut avoir des projets. Il faut ouvrir des portes. Donc oui, des projets, j'en ai plein. Il y en a certainement qui vont se révéler en début d'année prochaine. Voilà, je peux pas en parler. Après, comment voir l'avenir de la PAC? Comment moi, je toujours être exigeant sur la qualité des talents. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, bien identifié. Il y a jamais eu autant de réalisateurs, il y a jamais eu autant de talents, il y a jamais eu autant de possibilités de trouver des réalisateurs. Donc une des grosses parties du boulot, c'est vraiment de réfléchir et de creuser comment être performant sur le recrutement de réalisateurs et sur le développement, parce que c'est la valeur ajoutée de la boîte, elle se situe là en fait. C'est pas facile tu peux en parler. Je reviens sur Johan Lemoine avec ses lapinous au début, réussir à déjà le trouver lui. Bon, là, on te l'a recommandé. Et ensuite, de s'imaginer comment il peut développer son style avec des moyens, c'est un truc qui est hyper dur. Ouais, c'est vraiment ça le boulot du producteur. Hein. Plus que le boulot du producteur, il est vraiment là. Il est vraiment dans pratiquer son œil tous les jours, converser, discuter, valider de la qualité humaine, de la qualité du talent d'une personne, et puis après essayer. Il n'y a pas de garantie de réussite. Aujourd'hui, il y a un truc en plus, c'est qu'il y a abondance. Ouais. C'est bien et pas bien. 20 ans. Voilà, c'est bien et pas bien. Ça, en fait, ça oblige. Hein, c'est une nouvelle donne. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire le tri. Forcément, il y a plus de choses trappes, quoi. Il y a plus de. Donc ça, c'est la première chose. Mais donc être performant là-dessus. Après, continuer à se battre pour améliorer faire des bons films. Donc améliorer les scripts qu'on reçoit. Voilà, être pas tomber dans des systématiques, c'est le pire, quoi. Pas s'endormir, pas tomber dans un confort. On est bon quand on remet en question un peu son petit confort. T'arrives à faire beaucoup bouger un script de pub que tu reçois? Il y a des clients pour ça. C'est-à-dire, il y a des clients, il y a des créatifs avec qui ça marche très bien. Il y a des réalisateurs qui sont très bons pour ça. Il y en a avec qui ça marche pas du tout. Donc ça, c'est vraiment des histoires d'ADN d'humain. Mais voilà. Et puis continuer toujours à chercher des solutions de de production. Être toujours acteur de proposition. Et puis aussi, moi, le grand mal, je trouve, de notre époque, là, dans notre métier, c'est l'absence de conversation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de. Je sais pas qu'est-ce qui remplace le moment où on était obligé d'aller en agence avec des bêtas ou des DVD, et puis de montrer des films, et puis de converser, et puis d'être face à face avec des gens, ce qui pouvait donner l'occasion d'une explication, d'un moment sur un réalisateur, ou juste de boire un coup et de passer un moment. Enfin, peu importe, mais on se voit moins, même en n'étant pas très loin. Il n'existe plus. Voilà, il n'existe plus. Et même s'il y a des conversations sur Insta, même si, mais et ça, il y a vraiment je sais pas comment changer, mais c'est le gros truc, hein, c'est le gros challenge, rétablir des conversations, parce que je pense qu'on nourrit la production ou le processus créatif
par des conversations. Pas par juste t'envoies un truc, tu opères ton boulot, et bon, ça c'est pour de l'intelligence artificielle, quoi, ce sera sans les hommes, hein, mais pour amener un supplément d'âme, il faut converser. Ouais. Il faut comprendre, il faut entendre au détour d'une phrase, écouter, ah ouais, tiens, je comprends en fait que c'est ça que t'avais en tête, c'est ça que tu veux, voilà. Il y a vachement de protection, il y a vachement de défense en fait. Ouais. Et notamment entre prod et agence, quoi. Il y a une certaine distance, et surtout maintenant que les prods font de la création et que les agences font de la production, on se ressemble un peu plus qu'avant en tout cas. Bah ouais, ça serait intéressant de plus parler. Part, ça devrait aider. Bah voilà, ça devrait aider. C'est plus simple en fait. Par le même langage. Je crois qu'on vit vachement dans un truc de crispation sur ce sujet-là en particulier. Tout le monde est encore crispé à cet endroit-là. Moi, je pense encore serein. Il faut relâcher la bride, quoi. Il y a en fait, ok, les agences produisent, ok, les producteurs font du client direct. Ok, bon, après, il y a des discussions nécessaires qui encadrent, syndicales, d'usage, et franchement fort heureusement, et le boulot qui a été fait par le syndicat depuis des années avec Julien, avec François, avec Florence aujourd'hui, c'est super. Mais bon voilà, c'est des conversations de long terme. Il ne doit pas y avoir que ça. Très encadrantes, mais au quotidien en fait, il faut être capable de ramener un peu de complexité dans les conversations. On peut être interlocuteur. Moi, j'ai pas de problème à ce que David Green me dise ce truc-là, je le fais avec la prod intégrée parce que ceci, cela. Je vais pas l'accabler. Puis c'est pas grave. Il y a d'autres sujets. Il y a de la place pour tout le monde, si tant est qu'il y ait des règles. Voilà. Mais après, dans un quotidien, je trouve que pour l'instant, ça altère vachement les relations. Et ça, toi qui connais un peu comment ça se passe aux États-Unis ou au UK, est-ce que tu trouves que c'est un peu plus agréable, ce côté-là? Ils ont des moments durs, hein, c'est compliqué aussi, mais je pense que le cadre syndical, législatif, le cadre des usages est beaucoup plus ferme et beaucoup plus respecté par tout le monde, comme quelque chose comme tu vois, c'est plus il y a un cadre, plus tu peux être libre. Ouais. Je crois qu'en France, on a ce problème avec ça. Il n'y a pas de cadre. On n'a pas de cadre, et du coup, on veut une forme de liberté, mais qui, au final, dans une expression quotidienne, est pas si libre que ça. Donc, on gagnerait à avoir un cadre un petit peu plus pragmatique, concret, mais rigide, et l'accepter, et tout le monde l'accepte, et ça va très bien. Et puis après, être beaucoup plus libre dans les échanges, être libéré de tout ça. Cool, super Jérôme. Bah écoute, on va peut-être s'arrêter là, hein, parce que ça fait déjà 2 heures. Ouais. Ah non, attends, moi ça m'a passionné, hein, je voulais pas que tu t'arrêtes. Ouais. mais je me dis que t'as peut-être autre chose dans ta journée. Non, j'ai envie de boire un café, ça c'est sûr, mais sinon, voilà. Mais c'est, je suis ravi d'avoir appris tous ces trucs avec toi, c'était super cool. Et je te remercie d'avoir partagé vachement aussi dans les difficultés, tu vois, pas parler que du beau, et c'était hyper intéressant parce que ça va parler à pas mal de monde, je pense. Donc, voilà, j'espère que t'as passé un bon moment aussi. Bah écoute, déjà je te remercie parce que c'est une initiative super, et j'ai écouté avec grand plaisir les précédents épisodes, et puis c'était un super moment. J'avais jamais fait cet exercice, voilà, c'est sympa. C'est cool. Bah merci beaucoup Jérôme en tout cas, et puis je te dis à bientôt alors. Ok, ça marche, merci Jean-Baptiste, à bientôt. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.